Bonjour à toutes et tous, c'est Kevin pour les Ludovores, 35e menu crowdfunding cette semaine, avec quelques jeux intéressants, vous allez le voir, malgré pas mal de petits projets qu'on va entrer très clairement dans les mentions honorables, mais aussi quelques projets un peu plus intéressants. Et vous avez été assez nombreux d'ailleurs cette semaine à voter pour choisir les jeux que vous souhaitiez voir présentés en profondeur. Ça m'a fait assez plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et donc sans plus tarder, on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Avant de faire le petit détour du côté du sondage, on va rapidement faire le point sur la chaîne comme chaque semaine. 719 abonnés, on a fait un petit peu moins bien que la semaine dernière avec un petit plus 18, mais bon, rien de très alarmant. Le menu crowdfunding de la semaine dernière était quand même beaucoup moins, disons, attrayant que le précédent, donc ça c'est aussi assez logique de ce point de vue-là. Normalement, d'ici la sortie de cette vidéo, vous devriez peut-être en avoir une de plus de Xavier. À voir sur quoi, sur quel thème, sur quel jeu, vous le saurez bientôt. Et puis, entre-temps, je vais aussi vous parler des Ludovores, mais pas nous, parce qu'il se trouve qu'en fait, on a été contacté. C'est un peu l'arroseur arrosé, parce que récemment, on avait contacté nous-mêmes une autre chaîne qui s'était appelée Ludovore également. Et puis, finalement, nous-mêmes, arroseurs arrosés, on a été contacté par un magasin qui se situe à Palaiseau et qui s'appelle les Ludovores également, et qui nous demandait juste, enfin, encore un peu entrer en contact avec nous pour voir comment on imaginait la suite des choses et si on envisageait comment dirais-je, de lancer une sorte de business sur le nom des Ludovores, auquel cas ça aurait pu poser problème. Évidemment, ce n'est pas le cas, donc a priori, pas de souci là-dessus. Donc voilà, si vous êtes du côté de Palaiseau, éventuellement, allez faire un tour du côté des Ludovores, mais pas nous, les autres, les originaux, enfin, ceux qui sont à l'origine de ce nom-là. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce magasin. Donc, si vous êtes dans la région parisienne, du côté de Palaiseau, allez y jeter un œil. On passe donc du côté du sondage de la semaine dernière avec, vous le voyez, en première position, Purple Haze. Donc, on reviendra sur le jeu en détail du côté de GameFound, mais c'est vrai que je l'avais moi-même placé dans le top 50 des jeux que j'attendais pour l'année 2022 sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Un jeu qui a une thématique assez peu traitée finalement, si ce n'est vraiment dans du wargame de base. Là, c'est un wargame en partie, mais c'est pas vraiment un wargame comme on pourrait l'entendre en règle générale. C'est un petit peu plus thématique que ce qu'on pourrait penser quand on dit le mot wargame en règle générale. On verra ça de toute façon aujourd'hui un peu plus en détail, avec donc 8 votes. Donc, j'étais assez étonné de ce point de vue-là. Assez étonné aussi par la performance de Dorian, ou plus, enfin, le nom entier, Kingdom Rise and Fall Dorian, qui n'est pas encore lancé au moment où je vous parle, parce que là, je commence à enregistrer la première partie de la vidéo le vendredi soir, et je ferai certainement les gros projets de la semaine demain soir. Donc pour l'instant, il n'est pas encore sorti sur Kickstarter, mais la campagne devrait débuter dans les quelques heures qui viennent. Ex aequo avec La Granja, qui là encore faisait partie de ma liste du top 50. Je l'avais placé assez haut dans les 20 premières positions, si je me souviens bien. C'est un jeu que j'attendais beaucoup. On verra bien ce que j'en pense au final lors de cette campagne. Un petit peu moins de votes pour Thunder Road Vendetta, qui était pourtant un assez gros projet, qui avait misé sur un seuil de financement assez élevé la dernière fois, ce qui avait mené en partie à son échec, enfin, à son annulation plutôt qu'à son échec. Ils sont revenus, ils ont réussi à financer avec un seuil encore assez élevé, mais bon, la campagne n'est pas exempte de tout reproche potentiel. Les autres ont fait un semi-bid, même le Crokinole, qui pourtant est dans le top 100 des jeux sur BGG, mais il semblerait que le jeu ne bénéficie pas de la même popularité dans nos contrées à nous qu'en Outre-Atlantique, voire même en Angleterre éventuellement. Bref, sans plus tarder, on se lance avec les parties habituelles, à savoir les mentions honorables, bien évidemment, dans une première partie, et ensuite les 3-4 projets aujourd'hui un peu plus conséquents qui feront donc l'objet d'une présentation un petit peu plus détaillée. On est parti. Et on commence avec Ravage Star, Armies of the Veil Touched, par Mini Wargaming et du côté de chez GameFound, avec, vous le voyez, un très joli succès pécunier, 560 000 $ avec déjà près de 2000 backers. Ceci dit, campagne très très ramassée, avec encore 5 jours seulement, donc une campagne qui aura duré une semaine et demie en gros, c'est assez court. Et ceci dit, ça se comprend aussi parce que c'est pas vraiment un jeu. Et alors la grosse déception, parce que moi je ne parle généralement que de jeux sur le menu,
Je l'avais mentionné dans le vote, donc je le fais malgré tout, mais c'est pas un jeu en fait, grosse déception. Je m'attendais à ce qu'il fasse un petit peu parler la poudre avec une boîte vraiment très très jolie, des miniatures qui avaient l'air magnifiques, donc je m'attendais à un gros truc, et en fait, j'avais juste pas assez cherché, et il se trouve que c'est juste des miniatures et rien d'autre. Donc voilà, grosse déception. Mais bref, bref, c'est un jeu si quand même, on vous met quand même 2 à 4 joueurs dans un univers de fantasy, mais en gros, ce sont que des figurines. Il faudra autre chose pour pouvoir les utiliser vraiment en tant que jeu à part entière. Reste que tout ça est très joli, mais également très cher. Vous allez voir, hein, si vous prenez un pledge all-in, c'est quand même 500 $. Et même le pledge le moins cher dans le tas fait quand même du 120 $. Donc bon, si vous êtes vraiment fan de miniatures, vous en aurez certainement pour votre argent. Elles sont magnifiques, elles sont très 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 détaillées. Ça va être un plaisir à peindre pour ceux qui apprécient ce genre de choses. Ce qui n'est pas mon cas, fort heureusement pour mon portefeuille pour le coup. Bon, voilà, si vous vous intéressez malgré tout au monde des figurines, ça pourrait valoir le coup quand même de se pencher sur le sujet. Mais c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Ravage Star, Armies of the Veil Touched. Donc encore 5 jours avant la fin de la campagne, un petit peu moins quand vous verrez cette vidéo sur YouTube, et près de 2000 backers déjà. On enchaîne avec Legend Has It, 120 contributeurs à 18 jours de la fin de la campagne, et le projet n'est pas encore tout à fait financé. On est à environ 90%, donc ça devrait se faire assez rapidement. C'est un jeu qui pourra peut-être potentiellement rappeler à certains Nouvelle Contrée, qui a déjà été nommé récemment pour les l'As d'Or, je crois, de cette année. Je crois qu'il fait partie des nominés. Bref, Legend Has It reprend un petit peu le concept, c'est-à-dire qu'on va utiliser en fait les livres qui sont autour de nous pour jouer. Et de ce point de vue-là, le concept est assez intéressant, sauf qu'ils sont arrivés quelques mois trop tard, en gros. Après, peut-être que le jeu est très différent. Moi-même, je n'ai pas encore eu la chance de tester Nouvelle Contrée, même si je suis très intéressé par le concept. Mais là, du coup, Legend Has It part un petit peu dans la même direction, même si peut-être que les mécanismes sont différents. Je rappelle que je n'ai pas joué à Nouvelle Contrée. C'est un jeu qui va vous permettre en fait de créer des histoires à partir des livres qui sont en votre position et qui vous entourent. Vous pourrez avoir notamment des cartes qui vous donnent des indications sur la page à choisir en fonction des cartes précédemment sorties. Vous aurez également des embranchements à faire avec ces cartes roses que vous voyez, qui vont s'enchaîner avec différents plots, différents embranchements d'histoire. Bref, ça n'a pas l'air inintéressant en soi, mais c'est visuellement pas très très joli, même si on peut remarquer que la boîte contient toutes les règles imprimées directement sur la boîte. C'est assez sympa de ce point de vue-là, c'est bien pensé. Mais bon, rien de très spécial. Et au-delà de ça, ça coûte quand même assez cher, puisqu'on, bon, au-delà du digital, donc du print and play, qui coûte quand même déjà 20 $, la version physique vous coûtera 30 $ pour un jeu avec une boîte simple, remplie de petites cartes très simples, avec un design pas spécialement très recherché. C'est quand même assez chéro. Et pour ce qui est des frais de port, je me souviens même pas. Par contre, ça devrait au moins, ça c'est l'avantage, arriver assez rapidement, puisque la livraison est prévue pour mai 2022. Reste à savoir si c'est disponible pour l'ensemble du monde ou si c'est juste pour les États-Unis. Je ne sais pas si, apparemment, si ça devrait être disponible partout pour environ 12 $ partout, j'ai l'impression. France, 12 $ aussi, apparemment. Est-ce que c'est correct ou pas sur cette barre de défilement ici? Je ne sais jamais trop bien si c'est vraiment correct. Donc, vous m'en direz plus si vous avez regardé par vous-même et si également de quoi il retourne. Donc, voilà, pour Legend Has It, rien de très spécial à dire. Je serais plutôt tenté de vous orienter vers Nouvelle Contrée qui semble avoir fait ses preuves et qui est vraiment à trouver un bel écho et un public vraiment qui a vraiment apprécié ce concept, cette idée, d'où la nomination à l'As d'Or de cette année. Voilà pour Legend Has It, 119 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne et un peu plus de 4000 $ d'engrange. La prochaine campagne nous vient d'Italie et plus précisément de Horrible Guild, que vous connaissez certainement. C'est notamment l'éditeur qui était derrière Le Dilemme du Roi, que vous voyez un petit peu derrière moi notamment. On est en pleine campagne, le jeu est très très sympa, même si je pense que ça va se développer encore un peu plus dans les prochains épisodes. Bref, ils nous reviennent cette fois-ci avec un nouveau projet par les mêmes auteurs d'ailleurs, et ça s'appelle One More Quest. Par contre, en termes de gameplay et d'univers, c'est très différent. On est sur un RPG comédie, en gros. Hein. C'est assez loufoque et les mécanismes le sont aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans un RPG, vous allez créer votre personnage qui aura ses propres aptitudes, qui pourra débloquer de nouvelles compétences. Je vais essayer de retrouver ça un petit peu plus en détail que ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Vous allez voir une sorte de roue sur lesquelles figurent vos compétences, ainsi que différents pouvoirs. J'arrive pas à retrouver, excusez-moi si c'est là. Voilà, ici.
avec donc la force, l'agilité, le charisme, etc. Et au sein de ces capacités, vous aurez différentes compétences que vous pourrez débloquer. Sauf qu'en fait, à chaque fois que vous devez effectuer une action, ça nécessite un jet de dés. Et le jet de dés, bien, vous allez devoir le faire sur une cible qui se trouvera au centre de la table. Et plus vous serez proche du centre, plus vous serez susceptible d'obtenir un bon résultat. Sauf que en fonction des pouvoirs dont vous bénéficiez, en fonction des actions, en fonction du déroulé du scénario, etc., eh bien, vous serez obligé d'effectuer des lancers de dés, et non pas des, comment dirais-je, pas des jets de dés, mais vraiment des lancers de dés apparemment, avec certaines postures, certaines positions, certains prérequis. Par exemple, lancer du bord de la table, lancer de par en dessous la table, en effectuant une pirouette avant de lancer, etc. Très clairement, pas pour moi. Voilà, sans regarder la table éventuellement, tout un tas de figures que vous pouvez imaginer déjà en regardant cette illustration. C'est vraiment pas un truc pour moi, mais bon, je pense que pour les aficionados des RPG, mais qui se prennent pas trop au sérieux et qui veulent avoir un petit peu de fun autour de la table, au-delà du simple RPG, qui lui-même est dans un univers un petit peu loufoque, ça peut être assez marrant. C'est pas du tout pour moi malheureusement, mais bon. Vous avez quelques exemples ici, par exemple, le petit saut avant de lancer le dé, tenir le dé entre ses deux petits doigts, par exemple, avant de le lancer. Enfin bref, toutes ces petites conditions qui vont bien évidemment compliquer un petit peu la tâche lorsqu'il s'agit de lancer un dé avec précision. Ensuite, pour le prix rapidement, vous avez différents niveaux de pledge. Un qui est digital, donc ce sera uniquement un PDF, ça coûte un peu moins cher, mais ça coûte quand même 22 € le PDF, mine de rien, c'est quand même pas donné. Le starter set en physique, cette fois-ci, vous coûtera 55 €. Ça commence à faire un petit peu cher pour un jeu qui contient finalement un livret qui est énorme. C'est pas un livret d'ailleurs, c'est un livre broché, etc., hein, avec plus de 300 pages. Une piste pour le dé, quelques dés justement, et c'est tout. Et du coup, 55 €, ça fait un petit peu cher, parce qu'au-delà des dés et de la piste qui valent pas grand-chose en soi, c'est le livre en gros, l'essentiel de ce jeu. Et du coup, 55 €, ça me semble être très très cher. Vous avez ensuite des éditions un petit peu augmentées, la Collector's Edition avec une boîte particulière, un écran pour le maître du jeu par exemple, un sachet pour les dés, etc. Là, ça vous coûte 95 €. Et puis en fait, vous avez aussi le Gameplay Bonanza, qui est une sorte de all-in en gros, pour 145 € avec des dés supplémentaires, j'imagine, des cartes supplémentaires également. Tout ça, vous pourrez également l'obtenir en add-on si vous voulez prendre séparément, si telle chose vous intéresse, mais pas celle-ci, etc. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour One More Quest, si ce n'est que, encore une fois, c'est vraiment pas pour moi, et qu'en plus de ça, les frais de port, de toute façon, font que ça le rend encore moins intéressant. Et si on en croit le passif de cet éditeur, notamment avec le dilemme du roi, ça devrait pouvoir trouver son chemin jusqu'en magasin, peut-être, ce n'est pas une garantie. Auquel cas, je serais plutôt tenté de vous dire attendez la sortie en magasin si vraiment ça vous intéresse, parce qu'en l'état, pour les frais de port en France, c'est du 13, 14 ou 16, selon ce que vous prenez en termes de pledge, euros supplémentaires, avec certainement aussi la TVA qui va venir s'ajouter à ça par-dessus. Donc oui, c'est ça, hein, je crois que c'est ici. Oui, la TVA va être imposée en plus dans le Pledge Manager pour ceux qui se situent en Europe et au Royaume-Uni. Donc voilà, comptez donc sur allez, 7-8 $, ensuite 7-8 € pardon, supplémentaires, plus les 13, 14, 15 € de frais de port, et vous atteignez assez facilement pour le pledge de base, hein, vraiment minimum, un truc à 75-80 €. Assez peu intéressant de ce point de vue-là, mais c'est le cas de beaucoup de Kickstarter depuis le début de l'année, malheureusement. Et juste par curiosité, le Japon nous serait 19, 35, 42, ça bondit d'un seul coup. Heureusement, le jeu ne nous intéressait pas beaucoup. On va se contenter de continuer notre campagne gentiment sur le dilemme du roi. Voilà pour One More Quest, petit jeu de dextérité, comédie RPG. Il reste 18 jours et malgré tout, malgré ce côté un petit peu dextérité RPG, enfin bref, de mélange de genres qui ne va pas forcément séduire tout le monde, on a quand même réussi à trouver 830 contributeurs qui ont déjà à eux seuls accumulé 82 000 €. C'est quand même un assez joli succès pour Horrible Guild. On enchaîne sur un jeu à thématique russe, mais qui ne vient pas du tout de Russie, à savoir Finding Anastasia. D'ailleurs, je me demande, j'ai jamais vu de jeu qui venait de Russie. Y a-t-il des auteurs de Russie? J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est très très développé là-bas, alors que pourtant on a de plus en plus de jeux qui nous viennent notamment de Pologne, de République tchèque, de Slovénie, etc. Mais bon, Russie, j'ai pas l'impression. Bref, quoi qu'il en soit, Finding Anastasia, c'est un jeu pour 1 à 15 joueurs potentiellement si vous prenez l'extension. Sinon, je crois que c'est 1 à 9 ou 1 à 10, quelque chose comme ça. Un jeu de déduction sociale qui a déjà réuni 208 contributeurs et
11 827 $. Il reste encore un tout petit peu de chemin à faire pour atteindre le seuil de financement. À 10 jours de la fin de la campagne, ça devrait pouvoir se faire assez facilement. Jeu pour lequel une partie devrait théoriquement durer environ 10 minutes par joueur, attention, par joueur, sachant que vous pourrez être de 1 à 15 joueurs, ça peut finalement faire un jeu assez long qui peut vous occuper quasiment toute la soirée en fait. Si vous êtes à 10 joueurs, ça fait déjà 1 heure et demie de jeu à peu près, donc finalement ça peut s'avérer être assez long. Et c'est pour 8 ans et plus, donc quelque chose de très accessible. Vous pouvez jouer tout en famille, ça a l'air assez simple. Il s'agit en fait de deviner autour de la table qui est Anastasia. L'impératrice est à la recherche de sa petite fille disparue, la fameuse Anastasia. Et en fait, avec différentes actions, vous allez essayer de deviner autour de la table qui est Anastasia. Vous aurez aussi des cartes de pouvoir que vous voyez ici, qui vont vous permettre de déclencher certains pouvoirs en fonction des gemmes qui sont en votre possession. Et puis à partir de là, en déduction sociale, au fur et à mesure, on va chacun essayer de deviner qui, et plus précisément d'éliminer ou au contraire de trouver Anastasia pour pouvoir l'emporter. Rien de très spécial, ça n'a pas l'air vilain, visuellement parlant, faut aimer ce genre d'univers, de direction artistique, mais c'est pas vilain. Les gemmes n'ont pas l'air vilaines non plus, même si ça n'a rien de très particulier. Le jeu coûte 35 $ dans sa version Deluxe, qui est en fait la version de base sur Kickstarter. Donc 35 $, bon, pourquoi pas. C'est un petit peu cher pour un jeu de ce type-là, mais ils vont nous dire, bon, il y a des gemstones, donc bon, ok. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est pas extraordinaire. On a quelques petites tuiles d'indices par-ci, par-là, des cartes de personnages avec leurs propres compétences. Bon, quelques aides de jeu, bien évidemment, un petit sac en velours, mais rien d'extraordinaire, si ce n'est peut-être les meeples qui sont assez bien foutus. Donc, tout ça pour 35 $. Bon, je pense que on n'est pas escroqué non plus sur la marchandise, mais ce n'est pas non plus une énorme nécessité. Ensuite, vous avez un all-in à 59 $ qui vient donc avec le jeu de base, plus une extension Enchanted Chains pour avoir encore plus de gemmes avec des couleurs différentes et variées. Et puis également une extension un peu plus intéressante, celle-ci, qui s'appelle Palace Servants, qui vient ajouter de nouveaux personnages et de nouveaux indices pour pouvoir jouer justement jusqu'à 15 personnes. Et puis un playmat également. Donc là, par contre, le playmat, c'est quand même généralement assez cher, donc c'est vrai que ça ajoute pas mal de valeur en plus des deux extensions. À choisir, si vous êtes intéressé, je serais plutôt tenté par ce pledge all-in que par le pledge de base, du coup. Ensuite, pour les frais de port, rapidement, voilà, ici, les frais de port pour l'Union européenne, on est sur du 15 $, sachant que c'est le même prix si vous prenez la Deluxe ou le All-in, qui est en fait, la Deluxe étant vraiment l'édition de base et le All-in étant du Deluxe, en fait, plus ou moins, avec 4 $ supplémentaires si vous prenez des copies additionnelles. Donc, si vous pouvez faire des petits pledges groupés, ça vous coûtera un petit peu moins cher en frais de port notamment. Au Canada, ça vous fera 10 $, donc un petit peu moins cher. Et juste par curiosité, nous, on est dans la zone 25 $. Encore une fois, on prend très cher. Heureusement, c'est encore un jeu qui nous intéressait, pas outre mesure. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Finding Anastasia, si ce n'est peut-être que le jeu n'est pas disponible en français. 208 contributeurs à 18 jours de la fin de la campagne, presque financée. On enchaîne sur Crokinole, la saison 7, avec un choix de plateau entre du rosewood et du mahogany. Mais excusez-moi, le nom de tout ce qui est plantes, fleurs, arbres, etc., j'avoue que je suis une bille. Donc bon, vous n'en apprendrez pas plus sur cette chaîne concernant le type de bois disponible. Il y en a deux apparemment, peut-être plus durant la suite de la campagne, je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, le Crokinole nous revient avec un nouveau plateau. Les plateaux de Crokinole, généralement, ça coûte très cher. Ça coûte 300, 400, 500 $ selon la qualité du bois, des éléments, etc. Celui-ci est un peu moins cher, donc si vous êtes tenté par le jeu, ça peut être l'occasion de s'y mettre, pourquoi pas, même si les frais de port vont venir rajouter par-dessus, bien évidemment. Le Crokinole, il faut quand même savoir que c'est un jeu du top 100 BGG. On est depuis les 15-20 ans sur une mini-révolution du jeu de société moderne, comme on l'appelle. Et malgré tout, ce jeu qui est de la fin du 19e siècle, si je me souviens bien, est encore en bonne position dans le top 100 BGG. C'est vous dire. Après, il ne faut pas être allergique aux jeux de dextérité. C'est pas trop mon truc théoriquement, mais sa position et la reconnaissance publique qu'il a parmi les ludistes font que ça fait quand même partie des jeux que j'aimerais beaucoup essayer, même si c'est assez encombrant, que c'est pas forcément esthétiquement très agréable à regarder, enfin c'est pas spécialement très joli. En fait, c'est un jeu de pichenette avec ces différents éléments ici que vous allez aller taper pour approcher le centre du plateau ou aller faire vaquer les autres couleurs, enfin les autres équipes. Vous avez une variante pour deux, vous avez des variantes en équipe, différentes façons de jouer
au Crokinole. D'ailleurs, Shut Up and Sit Down, l'une des plus grosses chaînes de jeux de société ici, on avait fait une vidéo assez sympa, comme toujours à leur habitude, hein, ils font quand même de très très bonnes vidéos de jeux de société en règle générale. Donc si vous êtes anglophone et que vous ne connaissez pas Shut Up and Sit Down, je vous encourage à aller la regarder, c'est vraiment très très drôle et en plus de ça très informatif. Donc Shut Up and Sit Down. Bref, quoi qu'il en soit, le Crokinole, gros classique. Si vous ne connaissez pas, penchez-vous un peu sur le sujet, il y a plein de vidéos sur YouTube, y compris en français. Et donc, c'est juste l'occasion, encore une occasion supplémentaire, de mettre la main dessus avec un joli plateau. Après, on peut apparemment choisir un bois, enfin 2-3 types de bois, je crois. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. J'ai jamais pu moi-même essayer le Crokinole jusqu'à présent, même si ça fait partie des choses que j'aimerais bien essayer un jour, même si les jeux de dextérité, en théorie, c'est pas trop mon truc. Pour ce qui est du prix, vous allez le voir, alors les 40 $, ça c'est juste pour le sac qu'on a vu un petit peu plus haut qui vous permet de transporter votre Crokinole ici. Mais si vous voulez la table de Crokinole, eh bien ça dépendra du type de bois. Mais par exemple ici, vous en avez un à 99 $, donc c'est relativement abordable en comparaison avec les autres éditions que j'ai pu voir jusqu'à présent en tout cas. Vous en avez encore une autre avec un autre type de bois pour le même prix. Vous avez des pledges supplémentaires avec le sac, avec le carrying case ici que vous voyez, 140 $, ça reste relativement abordable, même si ça fait cher le sac malgré tout. Mais bon, est-ce que vous connaissez beaucoup de sacs qui sont susceptibles de contenir un Crokinole avec la taille parfaite, le format parfait? Peut-être pas, mais quand même c'est un petit peu exagéré au niveau du prix. Et j'imagine qu'il y a d'autres... Ouais, peut-être d'autres pledges avec différentes variations de bois ou peut-être plusieurs copies. Ouais, c'est ça, plusieurs copies du jeu, apparemment. Bref, je ne vous fais pas le détail de tous les pledges, il y en a quand même beaucoup, comme vous pouvez le voir sur la barre de défilement. Voilà pour Crokinole. Et peut-être rapidement les frais de port, si je peux les trouver. Alors, shipping and fulfillment. Alors, ça dépendra, j'imagine, de la région. Voilà, c'est là que ça pique méchamment. Il faut se pencher un petit peu sur le dernier paragraphe qui est ici. Ils nous font des prix, ils font parler la poudre au niveau des prix. Faut être honnête, bon, ils ont bien mentionné que les frais de port étaient complètement pétés depuis un an, et c'est vrai, et ça va peut-être pas s'arrêter tout de suite, mais là quand même, si vous êtes en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Union européenne ou au Royaume-Uni, vous pouvez être livré, mais le shipping sera à 70 $ au Canada, 80 $ en Australie, en Europe et au Royaume-Uni, 80 $ de frais de port. Peut-être un peu plus si vous êtes en Asie, j'imagine. Je crois que la zone n'est même pas mentionnée, donc je pense que pour nous, c'est même pas jouable. Si, pour Hong Kong, mais peut-être pas pour le reste de l'Asie. Bref, le plateau a l'air d'être assez abordable pour une fois, mais le reste, par contre, l'est beaucoup moins. Donc bon, au final, vous vous en tirerez quand même pour près de 200 €. En tout cas, 1650 nouveaux contributeurs pour Crokinole qui n'en finit plus de séduire le public malgré tout. Donc, dites-moi si vous l'avez essayé, je serais vraiment très curieux de voir vos retours. En tout cas, il reste 19 jours pour éventuellement s'intéresser à cette nouvelle édition du Crokinole et de ce nouveau plateau, même si c'est toujours aussi peu esthétiquement agréable, mais bon, ça a l'air de faire le job malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui apprécient énormément ce jeu. Donc voilà pour Crokinole, à 19 jours de la fin de la campagne, c'est quand même 200 000 $ engrangés déjà. On enchaîne avec Hens, le poulailler. Bon, décidément, de temps en temps, Kickstarter, GameFound réussissent à nous pondre, excusez-moi pour le jeu de mots inattendu et involontaire, des jeux avec des thématiques sorties de nulle part, ou comme dirait plutôt un de mes collègues de bureau, qui vient d'une région complètement perdue au nord de la France, ça sort du sol. Une thématique qui sort du sol avec des poulaillers. On va engranger des poules dans un jeu de set collection et de tableau building, donc de construction de tableaux. Vous allez collectionner différentes poules. Il s'agit d'un jeu qui nous vient de Little Rocket Games, un éditeur italien assez connu dans les contrées transalpines, qui vous propose donc ce nouveau jeu de set collection et de tableau building, dans lequel vous allez en fait collectionner des poules en fonction de leur espèce et de la valeur que vous voyez ici en haut à droite ou en haut à gauche de la carte, 1 jusqu'à 6 je crois, ou 8 peut-être, j'ai oublié. Avec des règles de pose spécifiques, des bonus de fin de partie ou des malus de fin de partie, etc. Allez voir la vidéo de Nix, c'est le seul, je crois, qui en a fait une vidéo en français assez courte, je crois que c'est un truc de 5 minutes, voilà, ici. Il vous explique les règles du jeu très facilement, c'est un jeu très abordable, très familial. Si vous êtes en famille, un petit week-end, ça peut se faire très facilement, je pense. Je n'ai pas d'ailleurs mentionné les habituels
données importantes, à savoir 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Donc même avec des enfants qui ont une capacité d'intention un peu plus limitée dans le temps, ça peut tout à fait se faire à partir de 10 ans et plus. Donc un jeu avec des mécanismes assez sympathiques, une thématique, bon, pas spécialement très intéressante, mais familiale, encore une fois. Reste à savoir si c'est susceptible de vous plaire. Moi, ce n'est pas le cas a priori, mais ça a l'air d'avoir quand même, en termes de gameplay, un intérêt un peu plus conséquent que ce que ne peut laisser penser l'aspect de la boîte et de la thématique à première vue en tout cas. Pour ce qui est du prix, je suis peut-être passé un petit peu au-dessus, mais ça coûte très peu cher. C'est un jeu qui coûte 15 euros. Donc de ce point de vue-là, vous ne prenez pas trop de risques si vous le prenez. Et qui plus est, les frais de port, eux aussi, sont plutôt honnêtes. Comparativement à la période que l'on est en train de traverser, franchement, 7 euros pour la France, c'est pas non plus déconnant. Un petit peu moins si vous êtes en Italie ou en Grèce, en Irlande par exemple, mais la France est quand même bien lotie avec 7 euros de frais de port, ce qui vous fait un jeu à 22 euros plus peut-être la TVA qui sera ajoutée. Je n'ai pas vu de mention sur la TVA là-dedans. Pour l'instant, ceci dit, le jeu n'est pas disponible en français, il est disponible en grec, en italien, en russe même, en chinois, mais pas encore en français. Donc ça viendra peut-être, mais bon, est-ce que ça intéresse beaucoup de gens de faire un petit poulailler? À voir, je ne suis pas persuadé. Voilà pour Hands, qui malgré tout a quand même déjà 304 contributeurs, pardon, soit un seuil de financement doublé déjà. On est à 6 000 euros sur 3 000 d'objectifs de base. Et il reste en plus de 3 semaines pour vous faire une opinion, pour éventuellement le tester. Je crois qu'il était disponible peut-être sur Tabletopia. Voilà, c'est ça. Donc vous pourrez éventuellement l'essayer. Petit jeu de set collection de tableau building. Ça ne coûte rien d'essayer. Et ça a l'air malgré tout d'être assez sympa si on passe le premier obstacle potentiel que peut être la thématique du poulailler. On enchaîne avec le retour sur Kickstarter de Jiangnan, Life of Gentry, qui avait déjà fait une apparition en novembre. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo numéro 26 du menu crowdfunding, si je me souviens bien. Je crois que c'était le 6 novembre où je présentais Jiangnan. Donc, du coup, je ne vais pas passer 3 plombes sur le jeu qui n'a quasiment pas changé, mais qui cette fois a atteint son seuil de financement avec près de 30 000 $ sur 10 000 nécessaires, 390 contributeurs. Donc le jeu est financé assez facilement cette fois-ci, contrairement à la première fois où il s'était un petit peu raté. Plutôt de bons retours concernant Jiangnan avec une direction artistique assez sympa, un jeu de pose d'ouvrier, on le rappelle ici, hein, de la pose d'ouvrier, du contrôle de territoire, du backbuilding pour 1 à 4 joueurs, donc avec un vrai mode solo. C'est un jeu qui nous vient de Moyadeas Game Design, donc une boîte de Taipei, qui avait déjà proposé plusieurs jeux assez intéressants. Celui-ci a l'air assez sympa, très honnêtement. J'aimerais bien l'essayer un jour, mais ça ne fait pas partie des jeux non plus que je mets sur ma liste de back instantané. Ce n'est pas un jeu qui m'intéresse suffisamment pour pouvoir le backer, surtout maintenant que les frais de port sont complètement pétés. Quoique là, nous venant de Taipei, c'est peut-être un petit peu moins cher pour nous qui sommes au Japon, allez savoir. Mais en tout cas, ça fait partie des jeux qui pourraient vous intéresser. 65 $ pour la version de base, retail. 89 $ si vous voulez une extension, pas du tout une extension, mais une édition deluxe, pardon, avec un matériel un petit peu upgradé, notamment les petits bateaux. Pour tout ce qui est le gameplay, je vous renvoie vers la vidéo du 6 novembre dernier, donc le numéro 26 du menu crowdfunding, pour en apprendre un petit peu plus. Hein. Ça me permet de passer un petit peu rapidement sur cette campagne. Donc 89 pour un niveau de composants, en fait, de matériel un petit peu amélioré. Vous voyez ici notamment les bateaux que vous pouvez avoir en impression 3D, j'ai l'impression, alors que ce n'était pas le cas ici. Vous avez aussi un Deluxe All-In qui vient avec un playmat notamment, peut-être des standees ou des miniatures, je ne sais pas très bien, je n'ai pas bien regardé. Je crois que c'est plutôt des standees. Bref, encore de multiples améliorations visuelles et matérielles. Voilà, on vous rappelle un petit action planning, donc de la planification hein, d'action, du worker placement, donc du placement d'ouvriers, de area control, qui est donc contrôle de territoire, et scoring trains, donc différentes manières de scorer, et puis également des manières de scorer qui vont changer d'un tour à l'autre en fonction des actions que vous et vos adversaires vont entreprendre au cours du jeu. On a aussi du draft de tuiles que vous voyez ici, ainsi que du backbuilding avec les tuiles en question. Donc pas mal de mécanismes imbriqués les uns aux autres qui finalement donnent un jeu qui a l'air plutôt intéressant, que je serais vraiment très curieux d'essayer, mais pas suffisamment pour aller le backer malgré tout. Vous pouvez aussi l'essayer déjà online sur TTS, je crois, hein, sur Tabletop Simulator. Il y a des traductions prévues pour l'instant en allemand, en japonais, en espagnol, en chinois. En chinois, alors c'est un jeu de Taipei, bref, aucune importance. Mais
pas en français pour le moment. Bon, ceci dit, si vous avez une traduction en allemand et en espagnol, il y a quand même une chance qu'on réussisse à avoir une traduction française également d'ici la fin de la campagne. Peut-être, en tout cas, on peut l'espérer. Vous avez un petit détail aussi sur les différents ajouts de la version Deluxe avec justement les standees qui ne sont pas des miniatures que je le pensais, les bateaux, cette fois-ci en impression 3D, des tokens un petit peu améliorés, de quoi jouer pour un 5e joueur et non un 4e uniquement. Et pour la Deluxe All-In, c'est la même chose, les mêmes ajouts, plus un insert en bois, plutôt sympa, et puis un playmat avec son sac également. Et puis ensuite, ma foi, pour les frais de port, on va aller voir tout de suite. Alors, VF, non, c'est pas ici, c'est là. Voilà. La zone Europe est décomposée en 3 parties, visiblement. Donc, on va lire tout de suite la Belgique ici, ok. La France ici, ok. Donc, on va voir les 2 premières en gros. 17, 19, 23, 24, selon si vous prenez le retail ou la deluxe. Et un petit peu plus cher, bien sûr, si vous prenez la deluxe all-in, ce sera 21 ou 26 $ selon la région où vous habitez. Et un petit peu moins cher que la France pour nous au Japon. Mais bon, pour une fois, on est proche de la zone de production du jeu. Donc bon, c'est production, non, mais la zone d'origine du jeu en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là, mais je ne serais pas suffisamment intéressé pour y aller quand même. Donc voilà ce que je peux vous dire pour Jiangnan. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le gameplay, j'en ai parlé assez en détail dans la vidéo du 6 novembre, donc le menu crowdfunding numéro 26. Si vous voudriez en apprendre un petit peu plus concernant Jiangnan, Life of Gentry, qui a quand même réussi à conclure cette fois-ci avec ses 390 contributeurs et 30 000 $ d'accumulés déjà. Et il reste environ un mois pour vous être intéressé. On se penchera un petit peu sur les stretch goals lors de sa première apparition sur le suivi du menu crowdfunding d'ici une semaine et demie. Dernière mention honorable de la semaine, il s'agit de Open Relationships, un jeu d'ambiance, très clairement, où on vous propose en fait de faire des relations entre des mots assez peu mis en relation généralement, par exemple ici des tétons et des chats. Et vous aurez ensuite des petites cartes qui sont déjà agrémentées d'une première partie avec un mot ou un début de phrase que vous devrez compléter. Vous l'aurez compris, ça fait partie de tous ces jeux d'ambiance un petit peu à la, comment ça s'appelait déjà, machin coco, là, blanc manger coco, c'est ça, je crois, des trucs comme ça. C'est un nom de dessert d'ailleurs. Enfin, tous ces jeux d'ambiance qui proposent de faire des associations d'idées, de mots, de phrases pour donner des résultats un petit peu, disons, un petit peu politiquement incorrects, un petit peu scandaleux, mais qui sont au final, moi, personnellement, je trouve pas très très drôle après 2-3 parties. Je trouve ça rapidement assez lassant, même si là, du coup, faire des associations d'idées entre des mots comme ça, avec plusieurs cartes du même type, ça peut être marrant, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que je ne suis pas le public, en fait, tout simplement, mais si vous aimez les jeux d'ambiance de ce type-là, ça pourrait éventuellement vous satisfaire. Là, par exemple, quelques exemples. De toute façon, il n'y a pas de version française, donc il faudra vous faire à l'idée de jouer exclusivement en anglais. Mais par exemple, ici, on fait une association entre hommes et les abeilles. Et les deux ne s'arrêtent jamais de me poursuivre. Ok. Et ils sont aussi surprenamment fragiles. Voilà. Pas très très drôle en soi, je trouve, mais je suis peut-être pas très très bien, enfin, pas très bon public pour ce genre de choses. J'ai essayé une fois ou deux avec des collègues, on s'est marré la première partie, mais très rapidement, bon, c'est assez redondant et finalement pas très 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 drôle, je trouve. Mais encore une fois, c'est un avis purement personnel. Si vous êtes adepte de ce genre de jeu-là, sachez qu'il vous en coûtera quand même 33 $, ce qui me semble en plus de ça être très cher pour un jeu qui contient exclusivement des cartes avec un design extrêmement simpliste, puisqu'en fait il s'agit de différentes couleurs, et c'est tout. Il n'y a pas de design particulier, enfin si, il y a une barre au milieu des cartes blanches. Voilà, donc tout ça pour 33 $, ça contient 160 concepts, 160 cartes de concepts. Ensuite, 200 cartes de réponse que vous voyez ici au milieu par exemple, des petits marqueurs effaçables bien entendu. 33 $, je ne trouve pas ça extrêmement intéressant. 60 $ si vous en prenez deux, c'est un tout petit peu plus intéressant et à peine. Un peu plus intéressant peut-être si vous imitez à 4 pour 100 $, ça fait le jeu à 25 $, c'est un peu plus acceptable déjà. Pour les frais de port, je ne crois pas les avoir vus passer, mais de toute façon, j'ai l'impression que pour l'ensemble de la campagne, à moins d'habiter aux États-Unis, c'est râpé, comme vous le voyez ici, États-Unis uniquement. Donc, bon, ça ne valait pas tellement la peine de le présenter non plus. Bon, peut-être que quelques personnes parmi vous nous regardent depuis les États-Unis. Et si vous êtes amateur
en plus d'habiter aux États-Unis, amateur de jeux d'ambiance, pourquoi pas, ça pourrait vous intéresser. Voilà pour Open Relationships, 834 contributeurs à 28 jours de la fin de la campagne, et malgré tout, c'est financé largement avec 30 000 euros. Assez grosse surprise de mon point de vue, je n'imaginais pas un résultat aussi conséquent. Et ma foi, c'est à peu près tout pour les mentions honorables de la semaine. On passe maintenant, enfin maintenant, je dis maintenant, mais en fait ce sera demain pour moi, parce que je fais un petit break entre les deux parties aujourd'hui. Pour les gros projets de la semaine, vous le voyez déjà, hein, aucun suspense. Ils sont au nombre de 4. On aura La Granja, Thunder Road, Purple Haze et Kingdom Rise and Fall d'Orient. Premier des gros jeux de la semaine, La Granja. Alors non, je suis très très mauvais en espagnol, je ne l'ai jamais été dit, j'ai fait allemand. Veuillez m'excuser. Par contre, dès que vous aurez un jeu en japonais, je serai là pour vous. Donc bon, La Granja, Deluxe Master Set qui nous vient de Board and Dice, qui s'est fait une habitude maintenant de repondre des jeux précédemment sortis avec une version Deluxe. Il l'avait déjà fait pour notamment Yedo, qui est certainement l'un des jeux que l'on préfère ici chez les ludovores. On y a joué encore très récemment, on adore Yedo. Vraiment, si vous avez l'opportunité de le tester, faites-le, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Mais ils avaient également produit d'autres jeux de bonne qualité, Dice Settlers notamment, même si j'ai jamais eu l'occasion de le tester, il a plutôt de très bons retours. Et ils nous reviennent avec donc une nouvelle Deluxe Master Set, cette fois-ci pour La Granja, qui est un jeu, je crois, sorti en 2004 ou 2006, 2008, j'oublie dans ces parages-là, dans la première décennie du second millénaire, vous m'aurez compris. On est déjà à près de 2500 contributeurs. Il reste environ 2 semaines avant la fin de la campagne. Le projet est largement financé, comme vous le voyez, avec 225 000 dollars, 227 000, ce serait plus exact si en termes d'arrondissement, sur 40 000, je crois, ça, 40 000 dollars de nécessaire en début de campagne. Donc assez joli succès, c'était prévisible. C'est un jeu qui a déjà un bon pédigré, une belle renommée derrière lui. Lors de sa première édition, hein, il avait fait quand même des bons résultats, il a une très bonne note sur BGG, et il nous revient donc avec une version améliorée aussi bien visuellement que théoriquement, mécaniquement également, puisqu'il s'accompagne de nouveaux modules, produits notamment par des grands noms du milieu, à savoir Stefan Feld, Adam Kwapinski ou encore Andrei Novak, ainsi que 2 autres modules par les auteurs eux-mêmes, je crois, et un mode solo avec David Turchi, l'habituel David Turchi, Monsieur Mode Solo, qui en général est un gage de qualité. Et en plus de ça, je disais également une version complètement revue de fond en comble au niveau du visuel. Bonne nouvelle également pour vous, version française disponible pour ce jeu de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, un jeu relativement expert, un jeu avec pas mal de viande, et une partie d'environ 90 à 120 minutes. J'imagine que ça dépend aussi un petit peu du nombre de joueurs autour de la table. Vous avez aussi, je pense que vous l'avez aperçu si vous avez suivi un petit peu la campagne, l'opportunité d'aller backer la Granja, donc le jeu de base un peu revu, ou la Granda, qui est cette fois-ci la même chose, mais avec un matériel démesurément grand et qui sert à rien. Voilà, donc si vous voulez vraiment de la présence sur table au point que le matériel va dégueuler de partout parce que vous n'aurez certainement pas une table suffisamment grande pour y jouer, la Granda est là pour vous, mais très honnêtement, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié, donc je vais le faire tout de suite. Combien de personnes ont baqué la Granda et combien de personnes ont baqué la Granda? Alors, la Granda, on est actuellement à 1770 contributeurs, ce qui nous fait 375 contributeurs pour la Granda, et effectivement, ça me paraît assez logique. Je pense que la majorité des gens se diront certainement à juste titre que ce pledge La Granda, qui va juste vous apporter un matériel démesurément grand et qui ne change rien en termes de gameplay, eh ben ça sert tout simplement à rien. Voilà. Bref, un petit aperçu de ce que ça peut donner sur la table, avec, vous avez ici les différents plateaux individuels avec les encarts que vous voyez ici. Hein, chaque plateau a des encarts, 3 encarts, sous lesquels vous pourrez aller glisser de nouvelles cartes qui vous permettront de donner de nouvelles compétences, dirais-je. Alors, je suis allé un petit peu vite en besogne, je ne vous ai pas vraiment dit de quoi il s'agit. Eh bien, dans la Granja, vous allez développer votre ferme. Je crois que c'est dans les îles... non, c'est dans une île espagnole, je crois. Une île espagnole, mais bon, j'ai un peu oublié le nom. Je crois que c'est près de Majorque, si je ne me trompe pas. Bref, aucune importance, la localisation n'est pas très importante. Vous allez développer votre ferme au fur et à mesure que la partie se déroule. Alors, vous avez un petit aperçu ici, effectivement, de double plateau. Vous pourrez jouer certainement avec une version 3-4 joueurs, peut-être une autre avec 2 joueurs, j'imagine, ou peut-être juste pour le solo, allez savoir.
les plateaux individuels qui seront à double épaisseur, les 72 cartes que vous pourrez aller glisser justement dans ces compartiments que vous voyez ici, qui vous permettront d'améliorer vos bâtiments, votre production, etc. Ensuite, on aura tout un tas de dés, de marqueurs, de tokens, de tuiles, de pièces dans tous les sens. Le matériel est comme pour Yedo, et de toute façon le titre l'indique, un Deluxe Master Set, c'est un matériel vraiment amélioré. On est sur du gros matos avec des grosses tuiles en bois assez épaisses. La qualité du matériel, si c'est vraiment au niveau de ce qu'on avait vu dans Yedo, c'est du très très beau matos. Les bâtiments qui sont en screen print, c'est très très joliment réalisé là encore. Là, on a d'ailleurs un petit aperçu des différents modules, mais ils seront présentés un petit peu plus en détail dans la suite, dans la campagne. Je ne m'attarde pas trop dessus pour l'instant. Bon, là, par contre, les meeples, je ne suis pas trop fan du style, mais bon, après tout, un meeple, on ne peut pas faire grand-chose de plus que ce qui est proposé ici. La forme exige justement une forme assez particulière des illustrations qui vont dessus. Alors, la première phase de ce jeu qui se déroulera en 4 phases, excusez-moi, je me replace un petit peu. Il y aura une phase de farm, donc une phase où on va récolter en fait des ressources grâce à différents marqueurs que l'on va poser dans différents emplacements de son choix. Ensuite, on aura une phase de revenus, une phase de transport où vous pourrez aller poser certains de vos marqueurs au centre du plateau central. Au centre du plateau central, c'est un petit peu redondant, excusez-moi, mais au centre du plateau collectif, disons, pour bénéficier de différents comment dirais-je, résultats, des différents revenus de points de victoire, etc., différents bonus, disons. Et puis finalement une phase de scoring justement en fonction des marqueurs que vous aurez posés au centre de ce plateau collectif, disons. Et voilà, je ne vais pas aller plus en avant pour l'instant. Sachez que bon, c'est un jeu qui se base sur du draft 2D notamment, sur des actions, de l'amélioration de plateaux, de la construction de fermes, un tout petit peu, on pourrait dire, de pose d'ouvrier si l'on veut, même si ce n'est pas directement présenté comme ça. Ensuite, on en arrive au module. Justement, c'est la seule vraie grosse nouveauté au-delà du matériel que propose cette nouvelle édition de La Granja. Il en décompte, je crois, 5, si je ne me trompe pas. On va les voir un petit peu en détail. Le premier s'appelle Bustling Town et nous vient de Monsieur Adam Kwapinski, autrement dit Monsieur Nemesis, Monsieur Lords of Ragnarok ou Lords of Hellas pour ceux qui ont l'ancienne version, mais également plus récemment directement en retail, Origins First Builders, je crois, qui fera partie des nominés pour l'Asdor, si je ne me trompe pas. Bref, c'est Monsieur Adam Kwapinski qui nous propose donc ce premier module, Bustling Town, qui vous apporte ici ces différentes nouveautés en termes comment dirais-je, de meeple de bâtiments. Je ne sais pas si ça peut vraiment se dire, mais bon, des bâtiments avec une présence physique associée à une carte. Apparemment, c'est le plus gros module parmi ceux présentés dans cette nouvelle campagne. Qui change le jeu selon plusieurs aspects apparemment et qui vient remodeler un petit peu les espaces de revenus et qui vient introduire également certains bâtiments qui peuvent être ajoutés directement sur le plateau central. Donc apparemment la plus grosse extension, le plus gros module que le jeu inclut dans cette nouvelle campagne. On a ensuite Monsieur Stephenfeld, qui n'est plus à présenter, qui nous apporte aussi l'extension, le module plutôt Counselors, donc les conseillers, avec pour chaque joueur un plateau individuel, j'ai l'impression, avec un nouveau set de dés que vous pourrez lancer pour aller les ajouter sur un emplacement pour les bénéficier de nouvelles ressources, j'ai l'impression. C'est ça, c'est une fonction supplémentaire des dés de revenus. Et donc, vous allez ajouter ces petits plateaux individuels à côté de votre plateau déjà présent sur la table. Et puis, ça vous permettra d'obtenir certains bonus en fonction de vos jets de dés. Sachez par ailleurs que les conseillers, comme vous pouvez l'entreapercevoir, sont partiellement asymétriques puisqu'ils n'ont pas exactement la même disposition de d'un des conseillers à l'autre. Donc, une petite asymétrie qui vient s'installer là-dedans pour du draft 2D. Ensuite, on a l'extension de Monsieur Andrei Novak. Je ne sais pas très bien ce qu'il a produit jusqu'à présent. J'ai déjà entendu le nom rapidement, mais ça ne me dit pas grand-chose en termes de titre vraiment de sa part. Bref, Betwixt, c'est un jeu qui vient ajouter un peu plus d'interaction entre les joueurs, une nouvelle couche d'interaction entre les joueurs, ainsi qu'une nouvelle localisation que vous voyez d'ailleurs ici avec ce petit plateau. Un plateau sur lequel vous pourrez aller délivrer des produits, donc aller, comment dire, plutôt que délivrer, qui n'est pas vraiment très français, aller livrer du coup des produits. C'est un module plutôt pour les joueurs expérimentés selon ce que nous dit la campagne, pour les joueurs qui ont peut-être déjà quelques parties derrière eux et qui vient ajouter un petit peu plus de profondeur et quelques options supplémentaires également.
On a ensuite une extension par Odder, qui est l'un des créateurs du jeu d'origine, avec cet module, j'arrête pas de dire extension, ce ne sont pas des extensions, ce sont des modules. L'extension Grand Markers, qui vient nous ajouter des gros marqueurs, comme son nom l'indique bien évidemment, mais qui vient aussi, au-delà de ça, ajouter une couche supplémentaire de réflexion et de décision quant à l'aspect de livraison de vos produits. Vous allez pouvoir utiliser ces gros marqueurs pour pouvoir créer notamment des nouveaux bâtiments, enfin construire des nouveaux bâtiments ou permettre aux joueurs qui l'utilisent de créer des positions de marché notamment un peu plus puissantes sur le plateau central. Ensuite, on a une autre, j'allais encore dire extension, hein, ça ne va pas rentrer, hein, nouveau module, toujours par Odder, donc toujours un des deux créateurs d'origine, Long Distance Trade, comme son nom l'indique, ça vient ajouter encore un petit peu d'options supplémentaires pour ce qui est d'aller livrer nos productions, et qui vient ajouter également un petit plateau supplémentaire avec des points de victoire, avec de nouvelles manières de scorer des points également. Ensuite, on a Hired Hands qui est la production de Blasej Kubachi, mais excusez-moi, je prononce peut-être très mal le polonais. Je reconnais que c'est du polonais, mais je ne suis pas sûr de la prononciation. Un module qui s'accompagne donc de différents fermiers avec tous la même pose, bien entendu, et qui vient ajouter un peu plus de flexibilité au jeu, apparemment, en permettant notamment aux joueurs de faire usage de workers, donc d'ouvriers spéciaux qui leur permettent une certaine forme d'aide, de soutien lors de livraison et qui leur permet également de conserver leur marqueur sur le plateau de marché central. Ensuite, on a Ladies of Laganra, donc une extension par Karina Winig et Dirk Schröder, qui vient nous ajouter donc différents personnages féminins au jeu, ainsi qu'un petit emplacement pour une carte du plateau individuel, et qui est recommandé plutôt pour les joueurs expérimentés, puisque ça ajoute encore un peu plus d'asymétrie et de pouvoir unique selon les différentes demoiselles que vous voyez ici. On a ensuite l'extension, et encore, j'arrête pas de dire extension, c'est-à-dire que ce sont des modules, mais n'écoutez pas, quand je dis extension, pensez module. Bref, le module Donkey Song par Andrei Novak, encore lui, et celui-ci vient apporter un peu plus d'importance à la piste de sieste, qui apparemment est l'une des façons d'obtenir des points. On a ensuite, je passe un petit peu plus rapidement, encore Andrei Novak, toujours lui, Andrei Novak nous propose Tradeboards, qui est un module, je ne me suis pas trompé cette fois-ci, qui vient introduire encore un peu plus d'interaction entre les joueurs, mais d'une manière différente, qui vous donne également une chance d'aller manipuler vos dés de revenus. C'est également une nouvelle opportunité d'aller livrer vos ressources à d'autres joueurs, ce qui peut rendre le jeu un petit peu plus simple, un petit peu plus facile, mais qui requiert toujours une ou deux parties derrière soi pour pouvoir l'intégrer tranquillement sans avoir à se ronger les ongles. Et ma foi, c'est à peu près tout. Ça fait quand même beaucoup de modules. J'en avais compté 5, mais en fait, je crois que je me suis trompé, hein. On a Bustling Town, Counselors, Betwixt, Grand Markers, Long Distance Trade, Hired Hands, Ladies of Laganra, Donkey Song, Trade Boards. Ça fait déjà 9, si je ne me trompe pas. 9 modules supplémentaires, c'est quand même assez conséquent. Donc, pour ceux qui auraient déjà joué à Laganra, ça apporte quand même pas mal de nouveautés. Surtout si vous les intégrez tous dans une même partie, à mon avis, ça doit commencer à piquer un petit peu. En tout cas, c'était le cas pour Yedo, qui apporte quelques modules également supplémentaires, en plus du matériel qui est bien amélioré également. Et c'est vrai que quand on intègre des modules supplémentaires dans Yedo, c'est quand même vachement plus plaisant, certes, mais aussi un petit peu plus crunchy, un petit peu plus complexe. Voilà, un petit aperçu de la boîte d'origine qui se transforme en cette grosse boîte qui vient accueillir donc tout un tas de composants supplémentaires, les plateaux de l'époque ainsi que les plateaux actuels qui sont, c'est vrai, bien plus jolis. Le plateau central qui était assez sombre, assez sommaire, c'est toujours assez sobre, mais c'est quand même plus joli, c'est un petit peu plus varié en termes de colorimétrie également. Les tuiles, enfin bref, il vous montre un petit peu les différentes modifications au matériel, et c'est vrai que c'est des grosses upgrades en termes de matériel. Alors, est-ce que c'est une nécessité absolue? Non, mais on est tous d'accord, je pense, pour dire que ça apporte un plus à l'expérience de jeu quand le matériel est de très grande qualité lui aussi. Ensuite, vous avez la Granda, mais là, je ne vais pas passer trop de temps dessus, hein. C'est la même chose, exactement la même chose, mais tout est plus grand. Ça sert vraiment pas à grand-chose. Le plateau d'origine central fait 56 par 56 cm, ce qui est largement suffisant. Celui-ci fera quasiment 1 mètre par 1 mètre. Pas du tout convaincu de l'intérêt. Les dés eux-mêmes seront plus grands, les plateaux individuels seront plus grands, tout sera plus grand. Est-ce que c'est bien nécessaire? Non. Bref,
Le pledge de base, c'est celui de La Granja, donc le jeu de base avec sa taille normale. Il vous en coûtera 89 $, ce qui n'est pas complètement pété à la vue du matériel et des apports qui ont été effectués au jeu de base. Par contre, si vous voulez le gros jeu, c'est 169 $. Est-ce que ça se justifie par l'augmentation de taille du matériel? Non. Par contre, ça peut s'expliquer en partie par la présence de la boîte de base. Et là, vous allez me dire, mais quel intérêt d'avoir la boîte de base et la Granda, les deux? Ben, là encore, pas sûr d'avoir bien compris. Donc, ils vous fournissent la Granda avec le matériel du jeu de base. Je ne suis pas très convaincu de l'utilité de la procédure. Donc, très fortement, je vous conseillerais d'aller vous diriger plutôt vers le pledge de base à 89 $. Je ne vois pas très bien l'intérêt de payer quasiment le double pour pas grand-chose au final. Ensuite, les add-ons, vous pourrez aussi prendre le Donkey Pen, donc le petit, comment dirais-je, l'enclos des ânes, qui sont accompagnés donc, de petits meeples d'ânes avec une petite construction à faire rapidement pour leur enclos, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous étiez inscrit à la mailing list de pré-campagne, normalement, ça devrait être gratuit pour vous. Ensuite, vous pourrez ajouter des pièces de métal pour 29 $, des cartes, des sleeves de cartes pour 8 $, qui devraient couvrir l'intégralité du jeu. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cartes, c'est pour ça aussi que c'est relativement peu cher. Ensuite, les stretch goals, ça on passera plutôt dessus lors du suivi des menus crowdfunding dans une semaine et demie. Pour les frais de port, alors les frais de port sont, selon les pays, plutôt sympas, ça on peut quand même le dire, puisque notamment en Pologne, bon, c'est le pays d'origine du jeu, certes, en Allemagne, on est quand même sur du 2 $, 4 $, c'est vraiment très limité, et de ce point de vue-là, c'est quand même plutôt sympa. Vous qui êtes certainement, j'imagine, en Europe, vous serez sur du 8 $, donc c'est vraiment encore assez raisonnable. Au Canada, éventuellement, nos amis québécois, ce sera 14 $, un petit peu plus cher. Pour le reste de l'Europe, 16 $, donc j'imagine que c'est en Suisse, par exemple, ce sera un petit peu plus cher. Et nous, au Japon, on est sur du 26 $. Et oui, le Japon, depuis le début de l'année, prend très cher. Xavier et moi n'avons encore rien baqué cette année. On est encore qu'en janvier, hein. Mais c'est vrai que cette année, plus que jamais, on se dit qu'il faudrait vraiment un énorme coup de cœur pour pouvoir baquer. Ou alors un jeu éventuellement produit au Japon, ou enfin un jeu d'origine japonaise, comme c'est le cas de Ostia qu'on va certainement baquer, même si on est théoriquement censé recevoir une boîte Deluxe chacun parce qu'on fait la traduction quand même, hein, toute peine mérite salaire, et c'est le seul salaire qu'on touchera pour cette action de bravoure et de bénévolence. Bref, ici, en tout cas pour le coup, 26 $ de frais de port, bon, c'est en comparaison avec beaucoup d'autres projets arrivés sur Kickstarter depuis le début de l'année, 26 $, ça paraît raisonnable. Mais en comparaison avec les prix des autres pays, ça pique un peu, soyons honnêtes. Mais ceci dit, c'est vrai que si on compare avec les autres projets qui sont sortis depuis le début du mois, bah, c'est relativement proche des prix qu'on avait précédemment, donc l'année dernière. Donc bon, ça reste acceptable. On verra, je sais que la thématique n'attire pas beaucoup Xavier, ce n'est pas une thématique qui m'attire outre mesure non plus, mais le jeu lui-même par contre, ça m'intrigue pas mal. Et c'est vrai que si je devais prendre un jeu par Board and Dice, ce serait plutôt Yedo, mais Xavier l'a déjà, donc je ne vois pas très bien l'intérêt non plus d'aller l'ajouter par-dessus. La TVA sera en plus de ça ajoutée pendant le Pledge Manager. Bon, ça c'est un malheur que vous avez et que nous n'avons pas. On n'a pas de TVA encore sur les jeux Kickstarter, nous, ici au Japon. Par contre, c'est votre cas en Europe, donc il faudra compter certainement environ 15 € de plus si vous prenez le pledge de base environ. Donc, ce qui vous amène à un jeu à 100 $ plus le shipping. Ça vous fera en gros un truc à 110 $ approximativement, disons. Le jeu, je l'ai déjà dit, est disponible en français. Il sera édité par Pixie Games. Édité et traduit, bien entendu. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour La Granja et sa grosse boîte, La Granda également, qui n'a aucune utilité, si ce n'est d'avoir une grosse présence sur la table ou peut-être de compenser autre chose. Voilà pour La Granja Deluxe Master Set, 2437 contributeurs à 13 jours de la fin de la campagne et on a déjà 226 000 $ d'accumulés. On continue avec Thunder Road Vendetta qui nous revient sur Kickstarter après son annulation l'année dernière. Je vous renvoie éventuellement vers la vidéo en question, mais je n'ai pas checké laquelle c'était. Bon, au pire, vous allez sur les Ludovores, petite recherche, Thunder Road, mais je pense qu'on va faire un petit point assez conséquent quand même sur le jeu. On est actuellement à 5 337 contributeurs. Le projet est largement financé à 553 000 $ sur 300 000 nécessaires. Ils avaient fixé un seuil de financement assez élevé, mais moins que précédemment. L'année dernière, ils avaient fixé cet objectif à 500 000 $. Ils avaient coupé court à la campagne après quelques jours seulement, en estimant que ce n'était pas forcément la situation la meilleure possible en termes de développement, d'offres.
Bon, ils ont décidé de revenir avec une offre légèrement, très légèrement différente, avec un seuil de financement un peu revu à la baisse également. Pour l'instant, ça se passe très bien. On est quand même sur un demi-million de dollars pour un jeu qui date de 86, dois-je le rappeler. Jeu qui s'appelait comment d'ailleurs? Il s'appelait Thunder Road, bien entendu, en anglais, mais en français, c'était Le Survivant, si je me souviens bien. Il reste encore 2 semaines, justement, à ce survivant pour nous épater avec peut-être 1 million de dollars, que sais-je. Après un peu moins d'une semaine, 500 000 dollars, c'est pas impossible d'aller toucher le million pour ce jeu qui nous vient de Restoration Games, boîte de Rob Davio, Monsieur Jeux Legacy, entre autres, ainsi que Justin Jacobson, qui lui, je crois, n'est que président, mais n'a pas fait de jeu à proprement parler. Pour vous rappeler rapidement, Restoration Games, ce sont ceux qui ont fait la nouvelle version de Return to Dark Tower, qui avait fait 23 000 contributeurs, c'était assez énorme, mais également un peu plus tôt, Fireball Island, et ils se sont fait donc une spécialité de les restaurer, comme leur nom l'indique, des jeux sortis il y a assez longtemps, des concepts assez anciens, faire une refonte visuelle et parfois un petit peu mécanique également, pour proposer ça comment dirais-je, pour proposer un jeu un petit peu au goût du jour, un petit peu amélioré, un petit peu revu. Et du coup, c'est encore le cas avec Thunder Road Vendetta. Alors, vous avez ici le prix du jeu de base, et c'est, ma foi, assez accessible. On est sur un jeu à 50 dollars. Vous allez voir par la suite que si vous ajoutez l'extension, bref, si vous vous contentez d'autre chose que du jeu de base, là, par contre, ça va piquer assez sévèrement. Et aussi, je vous préviens d'entrée de jeu, les frais de port font mal. Les frais de port me trouent le fion. Voilà, soyons honnêtes, quitte à être un petit peu vulgaire, on est quand même sur un jeu à 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, très familial, c'est relativement accessible, les règles sont assez simples, ce sont des parties généralement relativement courtes, de 30 à certes 75 minutes, c'est quand même assez large, j'imagine que ça dépend aussi du nombre de joueurs, mais partons en moyenne sur une partie de 50 à 60 minutes, et avec une extension Big Rig, vous allez voir qu'elle est assez chère, mais qui vous permettra de jouer éventuellement jusqu'à 5 joueurs. Pas de mode solo à signaler pour l'instant. Alors, le gameplay, malheureusement, j'ai vu que c'était le cas pour beaucoup de monde, et c'est mon cas également. Vous voyez, les gifs ne chargent pas. Peut-être un problème de navigateur ou problème de la page, je ne sais pas, vous me direz. Et après tout, on s'en fout. Bref, pour ce qui est du gameplay, c'est un jeu de draft de dés. J'espère qu'on va tomber sur une image avec le plateau, peut-être ce serait plus sympa. Vous avez des plateaux qui vont être composés de différentes grosses tuiles. Vous pourrez les intervertir au fur et à mesure de la progression. La tuile finale va revenir au début, et la piste va progresser ainsi au fur et à mesure de la course, en fait, tout simplement. Vous le voyez qu'il y a différentes tuiles avec la route principale, mais également du off-road, donc du hors-piste, des tuiles avec de la boue qui vous gênera pour votre progression, évidemment, et puis des tuiles où vous ne devrez tout simplement pas aller, si ce n'est pour valser dans le décor et être éliminé. Vous avez, si je me souviens, 3 véhicules, c'est ça, 3 véhicules plus un hélicoptère, ce qui fait donc 4 véhicules par personne. Et vous allez faire essentiellement du draft 2D. Alors là, c'est dommage parce que du coup, on ne voit pas beaucoup les boards. Voilà, ils sont ici. Les boards individuels, vous avez un plateau pour chacune de vos voitures, pour chacun de vos véhicules, la petite, la moyenne et la grosse. Et vous allez en fait drafter un de vos 4D sur chacun des emplacements et éventuellement un sur un de ces 4 emplacements qui se trouvent à droite des plateaux individuels et qui sont en fait des pouvoirs spécifiques que vous allez pouvoir utiliser, notamment pour éviter des obstacles ou pour pouvoir faire un petit coup de nitro qui vous permettra d'accélérer un petit peu plus fort sur la piste. On a ensuite une extension, une mini-extension extra ammo qui, celle-ci, est gratis pour tous les backers. Donc ça, c'est plutôt cool, ça apporte un petit peu de valeur. Mais bon, au-delà de ça, c'est quand même que 15 cartes, donc c'est pas extraordinaire non plus. Donc bon, c'est une petite extension, c'est un petit geste, c'est sympa, mais bon, au-delà de ça, c'est pas un énorme geste non plus. Je pense que ça aurait pu aussi être inclus dans le jeu de base. Là, il le déguise un petit peu sous format de mini-extension pour faire genre on vous fait un cadeau, mais bon, ce sont que 15 cartes, n'exagérons rien, pardon. Ensuite, on aura un peu plus de matos disponible, vous allez voir, voilà, ici, avec Big Rig Final 5, 40 dollars l'extension, qui vient ajouter un 5e joueur. Alors, un 5e joueur qui aura bien évidemment ses miniatures, son plateau individuel, cette fois-ci des bikes, donc des motos qui viennent ajouter un nouveau mécanisme pour les différents joueurs autour de la table.
avec des plateaux respectifs pour les motos, qui en fait, je pense, sont un module à part entière, des tokens supplémentaires, bien évidemment, des règles qui viennent s'ajouter par-dessus. Ensuite, on a une deuxième extension qui vient s'appeler ici Carnage Devil's Run, qui vient ajouter 8 nouveaux plateaux de route, donc encore plus de variabilité en termes de construction de pistes, ainsi que du feu. Et oui, puisque ces nouvelles tuiles de pistes que vous allez ajouter, eh bien, elles se composent entre autres de tuiles de flammes, de tuiles enflammées. Et bien évidemment, vous aurez bien compris que dans cet univers un petit peu à la Mad Max, si vous traversez avec votre voiture une zone enflammée, votre voiture va prendre des dégâts, bien évidemment. Sachez d'ailleurs que vos véhicules ne sont pas si résistants que ça. Je crois qu'ils peuvent prendre 2 dégâts chacun, si je ne me trompe pas. Donc, bon, traverser des flammes, c'est certainement pas une super idée, mais ça vous permettra bien évidemment de passer plus rapidement que si vous faisiez un détour par la droite, par exemple, ici, en traversant notamment une zone de boue et de danger, bien évidemment. Au-delà de ça, je ne l'ai pas mentionné, mais bon, ça semble assez évident quand on parle de Mad Max. C'est un univers post-apocalyptique, donc ce n'est pas simplement une course de vitesse, vous allez également vous tirer dessus les uns les autres, ou vous rentrer dedans d'ailleurs, avec des voitures plus ou moins grosses, avec plus ou moins avantagées dans ce genre de confrontation. Ensuite, on aura également de nouveaux dés, de nouvelles petites tuiles, de nouvelles cartes avec des effets particuliers. Donc, effectivement, c'est encore une extension qui vient apporter pas mal de rejouabilité, je pense, de nouvelles mécaniques qui viennent justifier son achat, bien évidemment, mais c'est quand même assez cher quand on ajoute chacune des extensions. D'ailleurs, en voilà une troisième qui s'appelle Chop Shop, qui vient ajouter des leaders d'équipage ainsi que des cartes d'upgrade de vos véhicules, pardon, excusez-moi, je bafouille quand je parle trop vite. Voici un petit aperçu de ce à quoi ressemblera un leader, un plateau individuel supplémentaire avec le nom ici Wong Lei Hong, The Marksman, avec là encore des capacités particulières pour chacun des leaders, j'imagine. Vous en voyez quelques-uns ici, d'autres ne sont pas encore totalement finalisés. Et puis des cartes d'upgrade pour votre véhicule, pour vos véhicules, devrais-je dire, avec par exemple des armes plus puissantes ou peut-être une meilleure adhésion à la route, des sandbags qui protègent votre véhicule, donc des sacs de sable qui protègent vos véhicules, qui permettent de prendre un peu plus de dégâts, j'imagine, et ainsi de suite. Des add-ons éventuellement pour des sleeves. Je crois que ce sont des sleeves à l'effigie du jeu. C'est plutôt toujours, c'est quand même un truc assez sympa d'avoir des sleeves aux couleurs du jeu, même si ce n'est pas non plus une nécessité, et ça fait généralement gonfler un peu le prix des sleeves en question. Les stretch goals, on fera un petit point dans le suivi du menu crowdfunding. Le why back now? Pourquoi backer maintenant? Alors pour réussir à mettre la main sur tout ce que vous voudriez prendre, oui. J'imagine que tout presque atteindra les magasins également. Alors, en France, peut-être pas, il faut voir. J'imagine que ce sera le cas quand même. Est-ce que leur précédent jeu était arrivé en France? J'en ai parlé tout à l'heure et je l'ai déjà oublié. Ma mémoire de poisson rouge me fait des tours encore. Return to Dark Tower, je ne suis pas sûr qu'il y ait une version francophone. Donc bon, c'est pas sûr que si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique, peut-être au Canada plus facilement, mais que vous puissiez trouver l'ensemble du pledge en magasin, effectivement. Ensuite, vous recevrez le jeu plus tôt que les magasins. Oui, l'habituel, comment dirais-je, raison évoquée pour backer. Bon, on peut patienter aussi. Vous aurez également une offre plus intéressante, financièrement parlant, puisque vous aurez une extension de 15 cartes pour 15 $ de valeur qui est gratis. Bon, 15 cartes, 15 €, enfin 15 $. Ouais, non. Et puis ensuite, quatrième point très important, vous pouvez être un backer. Ok. Donc vous faites partie d'une communauté, vous pourrez donner votre voix, faire montre de critiques positives et constructives pour faire progresser le jeu si tant est qu'on vous écoute. Bref, je ne suis pas très convaincu, mais bon, ce sont les arguments habituels. Parfois, c'est intéressant. Là, pour le coup, ouais, bof. Ensuite, pour les retail, vous pourrez aussi backer, bien évidemment. On en vient directement au shipping, sans être passé par les niveaux de pledge, j'ai l'impression. On va voir rapidement ici. Jeu de base, 50 $, comme je le disais tout à l'heure. Relativement abordable, relativement accessible. C'est acceptable, pas de problème. Si vous prenez ensuite le all-in, avec ce pledge Maximum Chrome, qui rappelle encore très Mad Max au niveau du titre du pledge, là, ça touche du 145 $ et ça commence à piquer un petit peu. 145 $, plus bien entendu les frais de port. Alors, les frais de port, les voici. Si vous êtes au Canada, 30, 35 selon votre niveau de pledge.
En Europe, 40-50 selon votre niveau de pledge, avec la TVA incluse. Donc ça, c'est quand même un gros plus. TVA incluse, oui et non, parce qu'en fait, si vous regardez bien, les frais de port sont complètement pétés par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je pense qu'en fait, ils sont inclus directement dans les frais de port, ça va plus vite, ça permet aussi de dire que la TVA est incluse. Bon, après, le matériel, je ne pense pas qu'il soit aussi lourd que ça et que ça justifie difficilement un 40 $ de frais de port, qui plus est pour le seul jeu de base, sans les extensions. Donc je pense qu'en fait, la TVA est incluse dans les frais de port, tout simplement. D'ailleurs, c'est plus ou moins écrit comme ça, hein. La TVA est incluse et c'est mentionné dans l'encart des frais de port. Donc je pense que c'est simplement ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, donc je disais Canada 30-35, 40-50 pour l'Union européenne. Et juste pour chez nous, par hasard, on est dans quelle zone? Je pense qu'on est dans la zone Asie 2 à tout hasard. Donc ça, c'est JP, donc Japon 40-50. On est dans la même fourchette que vous en Europe. Bon, on n'est pas trop mal loti à ce niveau-là, mais c'est quand même beaucoup trop cher pour moi, à mon avis. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Thunder Road Vendetta, si ce n'est que je ne l'ai pas vu sur la page, mais notre cher collègue Nix en a fait une vidéo qui vous détaillera un peu plus en avant, un peu plus en détail les mécanismes du jeu sur une quinzaine de minutes, si je me souviens bien. Donc vous pouvez également aller y jeter un coup d'œil. En attendant, Thunder Road Vendetta, pardon, j'ai fait une simplification. On est déjà à 5337 contributeurs, il reste environ 2 semaines avant la fin de la campagne, et on est déjà à plus d'un demi-million de dollars de financement. On enchaîne sur Purple Haze, qui nous vient de Phalanx et qui était présent dans le top 50 des jeux que j'attendais le plus pour cette année 2022 et qui nous débarque donc sur GameFound avec déjà un objectif explosé, puisqu'on est à 86 377 $ avec 1416 backers présents, alors que l'objectif était de 35 000 €. Donc on est largement financé d'ores et déjà. Et il reste encore plus de 2 semaines pour s'y pencher. Alors, jeu super intéressant en le sens qu'il ressemble trait pour trait à ce qu'on pourrait proposer dans un wargame, un jeu de guerre, mais avec une dimension immersive et de storytelling, donc de narration assez importante, avec beaucoup de choix à prendre avec vos camarades autour de la table, puisque vous pourrez jouer de 1 à 4 joueurs en coopération, en incarnant différents marines à l'époque de la guerre du Vietnam. Mais avec des impacts forts de chacune de vos actions. Les échecs comme les réussites vont avoir un impact sur la suite de votre aventure, et que vous réussissiez ou que vous échouiez à accomplir votre mission, vous passerez à la suivante, malgré l'échec ou la réussite de certains des objectifs fixés en début de mission. De ce point de vue-là, c'est quand même assez intriguant et assez intéressant. La thématique est assez peu traitée, mine de rien, dans le monde du jeu de société. Peut-être aussi parce que la guerre du Vietnam est assez difficile à justifier peut-être, mais ce n'est pas une boîte américaine qui produit le jeu. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue purement moral et sans vouloir verser dans un manichéisme forcené, verser 1% des gains de la campagne au Vietnam War History Foundation, qui est une fondation américaine pour saluer les vétérans du Vietnam, ouais, bof. Je ne suis pas hyper convaincu que ce soit une nécessité. Peut-être qu'ils en ont plus besoin en Vietnam qu'aux États-Unis, même si les vétérans sont tout à fait respectables, c'est pas eux qui ont décidé d'y aller, mais quand bien même, ouais, bof. Après, je ne suis pas forcément un énorme connaisseur de cette partie de l'histoire américaine particulièrement, mais bon, je trouve ça assez sujet à controverse, disons. En tout cas, si on se concentre uniquement sur le jeu, sachez que vous pourrez peut-être seulement obtenir le jeu en version française. Pour cela, il vous faudra être 150 ou plus backers français francophones pour pouvoir prétendre à une version francophone. Et quand je disais français francophone, c'est pas être français et être francophone, c'est français ou francophone, vous pouvez être belge, suisse, etc. J'imagine que ça vous permettra d'aller atteindre ces 150 contributeurs. Et je suis toujours aussi mauvais pour GameFound pour aller trouver justement qui a pledgé. Je ne saurais pas vous dire pour l'instant combien y a-t-il de backers francophones pour l'instant. Alors, c'est un jeu, comme je vous le disais, donc de guerre, en fait, où vous allez, avec votre unité, déplacer vos marines sur un terrain avec cette petite tuile qui va se déplacer, qui représente en fait votre groupe de soldats. Et puis, en fait, selon votre progression, vous allez être amené à faire bien évidemment des rencontres. Pendant la guerre, c'est quand même assez fréquent. Généralement,
pas très amical, mais bon, ça, vous en doutez certainement. Et en fait, à chaque fois que vous allez progresser, ça va faire progresser également cette piste que vous entreapercevez ici sur le GIF. Ça va faire progresser même différentes pistes, l'heure notamment de chaque journée, hein, parce que chaque déplacement va vous coûter du temps, bien évidemment, va aussi vous faire rapprocher de certaines zones de danger. Quand vous atteindrez certaines tuiles, vous devrez retourner des cartes de rencontres, hein, souvent négatives. Par exemple, là, vous tomberez nez à nez avec un de vos hélicoptères, enfin des hélicoptères de votre nation, et vous allez certainement devoir chercher un petit peu ce qu'il en reste, trouver des ressources pour pouvoir éventuellement mieux lutter derrière. Bref, différents événements plutôt que rencontres que vous pourrez accomplir grâce à ce deck de cartes. Et chacune des rencontres se résoudra en partie avec des jets de dés, et ainsi que les événements aussi. Vous aurez tout un tas d'événements qui vont vous arriver au travers de cette campagne, et chacun des choix, en fonction notamment du draft de dés que vous allez accomplir, eh bien, impactera la suite de l'aventure. Vous l'aurez compris, il y a quand même beaucoup de jets de dés. Là, ce n'est pas forcément évident, mais on en voit un peu partout. Pareil pour les combats aussi, les combats seront résolus via des jets de dés que vous allez drafter. Vous le voyez ici, il y a plusieurs emplacements pour les dés. Vous en jetez un certain nombre et vous vous démerdez pour essayer de choper le meilleur résultat en coopérant selon les fonctions, enfin, les capacités, disons, les compétences de vos partenaires autour de la table, puisque comme tout bon soldat, vous aurez chacun un petit peu vos spécificités, peut-être une sorte d'éclaireur, un autre un peu plus bourrin, un autre peut-être médecin éventuellement, etc. D'ailleurs, pour en apprendre plus sur le jeu en termes de détails, de mécanismes, etc., vous pourrez aussi vous pencher. Je fais toujours de la promotion pour mes collègues qui ne me connaissent peut-être même pas, pour le Meeple Reporter. Le Meeple Reporter a fait une vidéo un peu plus bas, si je me souviens bien. C'est le seul francophone qui en a fait une, voilà, c'est ici, qui vous fait une vidéo d'une quinzaine de minutes, trentaine de minutes sur le jeu pour découvrir une sorte de petit unboxing en détaillant un petit peu les différents aspects, les différents mécanismes du jeu. Donc vous pourrez aller vous y reporter si vous êtes vraiment intéressé pour en apprendre un petit peu plus sur Purple Haze. Vous aurez aussi des blessures qui viendront s'accumuler, bien évidemment, hein, comme tout bon soldat à la guerre. Vous n'allez pas forcément en ressortir totalement indemne. Certains de vos soldats vont d'ailleurs ne pas trouver le chemin de retour vers les États-Unis. Bien évidemment, certains vont mourir. Ensuite, vous pourrez tester le jeu sur Tabletop Simulator si vous le décidez, si vous en avez envie et que vous n'êtes pas trop récalcitrant à l'anglais, parce que pour l'instant, c'est la seule langue disponible pour le module Tabletop Simulator. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. Ensuite, je vous recommande encore une fois d'aller regarder la vidéo du Meeple Reporter pour en apprendre un petit peu plus en détail, hein. C'est quand même 30 minutes de vidéo, rien que pour Purple Haze. Je ne l'ai pas d'ailleurs détaillé, mais l'offre est unique au niveau des pledges. Il n'y en a qu'une pour l'instant, une offre, le base pledge. J'imagine que peut-être, selon les différents stretch goals qui vont venir s'ajouter à la campagne, il y en aura peut-être un deuxième avec une extension supplémentaire, par exemple. Mais en tout cas, le pledge de base vous coûtera 65 $. Et vous le voyez, il n'y a pas que le jeu de base, il y a également une extension fournie de base. 65 € au lieu de 95 théoriquement en magasin, si tant est qu'il voit le jour en magasin en français, ce qui est assez possible quand même. Une extension qui s'appelle Tunnel Rats, en fait, qui vient inclure un mécanisme de tunnel, parce que les Viet Cong se cachaient, se planquaient assez souvent dans des tunnels sous terre. Vous pourrez aller explorer ces tunnels, pousser un petit peu votre chance jusqu'à ce qu'elle rompe éventuellement en vous aventurant toujours plus profondément dans les tunnels, avec le risque de rencontrer des Viet Cong qui vous tomberont sur le dos, mais également la possibilité d'aller recueillir de nouvelles informations pour la suite de votre aventure, par exemple. Donc, une extension qui s'avère relativement intéressante sur le papier en tout cas. Revenons-en à nos moutons, c'est-à-dire les frais de port que j'avais entreaperçus tout à l'heure. Voici les frais de port. Canada, 15,17. Alors, en quoi ça change? Ah non, ce sont des dollars et des euros, d'accord. Canada, donc ce sera 17 $. Ça vous parlera plus que les euros. Et en Europe, arrête de bouger. C'est toujours chiant quand je passe sur GameFound, ça bouge tout seul. Voilà, ça bouge tout seul, je ne fais rien et ça bouge tout seul. Vous voyez, hein, je n'ai pas les mains dessus, hein, je ne touche pas la souris avec les pieds non plus. Bref, les frais de port pour l'Europe, ce sera 15 € pour la plupart des pays, un peu moins cher bien sûr pour la Pologne, puisque c'est le pays d'origine du jeu. Et puis par curiosité pour nous, bah oui, malheureusement, on prend encore une douille, sans faire de jeu de mots sur les balles, 36 € de frais de port pour l'Asie. C'est quand même décourageant là, depuis ce début d'année, depuis
la première semaine de janvier et le retour des jeux sur Kickstarter et GameFound, je suis assez dépité de voir les frais de port pour l'Asie qui sont encore pires que l'année dernière, mais encore vraiment bien pires que l'année dernière. 36 € de frais de port pour un jeu qui coûte 65 €, ça fait quand même la moitié du prix, c'est quand même assez cher. Je pense qu'on va passer notre chemin, malheureusement, Xavier et moi. Je pense que ça n'intéressait pas outre mesure. Moi, ça m'intéressait quand même pas mal, d'autant que j'ai jamais fait de wargame. Celui-ci, en plus, a un aspect plus narratif, plus, entre guillemets, campagne legacy, que ce qu'on peut voir habituellement dans les jeux de guerre. Et du coup, c'est ça qui pouvait me permettre éventuellement de rentrer un peu plus facilement dans ce genre de jeu. Mais ça ne devrait pas être le cas pour cette fois, hein, parce que les frais de port sont vraiment un peu pétés pour nous qui sommes en Asie, malheureusement. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Purple Haze, avec relativement un beau succès, 1500 backers presque. C'est pas extraordinaire, on pouvait en attendre un petit peu plus. Ceci dit, il reste 2 semaines, il y aura des stretch goals supplémentaires qui viendront apporter un peu plus de valeur. Et puis, de toute façon, ça va progresser au fur et à mesure. Je pense que d'ici la fin de la campagne, on devrait quand même dépasser les 3000 backers, j'imagine. Il reste 17 jours à la fin de la campagne, on a déjà 86 000 € engrangés. Et là, la feinte ultime. Dorian n'a toujours pas commencé, Dorian n'a toujours pas lancé sa campagne. C'était censé être le cas cette semaine, mais non. Donc voilà, j'attendais. En plus, Dorian avait quand même 6 voix dans le vote de la semaine. Les gens l'attendaient pas mal, voulaient une présentation. Et du coup, là, je prends un petit coup au niveau de la carotide. Et non, je ne pourrais pas le présenter, désolé. Ce jeu de 3 à 6 joueurs en aventure, en deck building, avec vraiment un jeu assez ambitieux sur le papier, que je suis depuis l'année dernière, parce que j'en avais déjà rapidement parlé pour les gros projets de la fin d'année 2021. J'en avais parlé en septembre dernier, si je me souviens bien. Il avait été reporté. Il était prévu pour cette semaine, et puis pour l'instant, ma foi, il n'est toujours pas là. Donc, je ne sais que vous dire, ma foi. Je pense qu'on le reverra très prochainement, peut-être la semaine prochaine. Je n'ai pas trouvé d'informations complémentaires sur un éventuel retard, un éventuel report, mais visiblement, ça a l'air d'être le cas. On en parlera bien assez tôt, quoi qu'il en soit. Bah, du coup, ma foi, ça coupe court un petit peu, hein, désolé, mais c'est fini pour aujourd'hui puisque Dorian n'est pas présent sur Kickstarter pour le moment. Donc, on y reviendra très prochainement lorsqu'il arrivera, bien entendu, sur la plateforme. Sur ce, je vous remercie encore une fois, comme toujours, de nous avoir suivis sur cette une heure et demie, je pense plutôt 1 h 30 aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, je vous encourage bien évidemment à nous laisser un petit like, hein, parce que généralement, on tourne autour de 40, 45, 50 likes, ce qui est très sympa, mais parfois sur 600, 700 vues, hein, j'ai envie de dire, bon, hein, faites un pas vers moi, hein, j'en fais quand même hebdomadairement 3-4 vers vous, donc bon, voilà, faites quelque chose. Hein, bon, non, je déconne, bien évidemment, faites ce que vous voulez, ça fait toujours très plaisir, ça permet également d'avoir un meilleur référencement pour la vidéo, d'attirer éventuellement de nouvelles personnes sur la chaîne. Donc, bon, si ça ne vous prend pas trop de temps, pas trop d'efforts, un petit clic sur le like, éventuellement vous en mettez tout de même 3, hein, 3, comme ça l'efface et ça en remet un par derrière, voilà, ça marche. Et puis si ce n'est pas le cas encore, abonnez-vous bien évidemment à la chaîne, on se retrouve très prochainement. Xavier devait sortir une vidéo normalement d'ici la fin de la semaine, mais bon, visiblement ce sera peut-être plus pour le début de la semaine prochaine. Et puis, on se retrouve très prochainement également avec le patron l'addition pour le mois de janvier, ma foi, qui s'achève déjà. Oui, parce qu'on est le 29 au moment où j'enregistre cette deuxième partie de vidéo. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. À la prochaine.